Bonjour à tous, enchantée de vous accueillir pour ce webinaire sur l'analyse de la situation autour de la végétalisation. Donc nous avons 1 heure et demie devant nous pour parler de ce sujet. Je vais vous présenter très rapidement, avant qu'on passe aux interventions, d'où nous parlons. Donc Planet Score et Solid Grounds qui sont les structures invitantes pour ce webinaire. Planet Score est l'étiquette de transparence pour le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui est détenue par Solid Grounds. Solid Grounds est un fonds de dotation à gouvernance scientifique d'intérêt général et dans lequel une trentaine de membres experts exercent leur mandat à titre bénévole sur tout un tas de disciplines, agronomie, écologie, géographie, sociologie, économie, nutrition. On a également un médecin. Donc tous les sujets qui sont en lien avec les questions agricoles et alimentaires. Voilà, donc pour ma part, je suis Sabine Bonneau, je suis présidente de Planet Score et membre du board de Solid Grounds. La vocation de Planet Score, c'est de faire le lien entre les consommateurs et les producteurs en traversant toute la chaîne de valeur et en créant les conditions à la fois environnementales, nutritionnelles et sociales pour avoir des produits alimentaires qui respectent au mieux les différents morceaux de la chaîne. Nous sommes le dispositif au niveau environnemental, étiquetage environnemental, le plus déployé en Europe aujourd'hui. Nous travaillons avec plus de 330 marques. Nous sommes présents dans 12 pays et nous travaillons aussi bien en information consommateur, B2C, en B2B et pour la restauration collective. Je vais passer très vite là-dessus, mais nous sommes présents en magasin sur à peu près 300 millions d'emballages à ce jour. Pour mettre les choses en perspective par rapport au sujet d'aujourd'hui et un petit peu plus largement par rapport à toutes les scandales ou toutes les controverses qui agitent un peu régulièrement le secteur de l'agroalimentaire, sachez que Planet Score a dans son référentiel, par exemple, la question des pesticides PFAS ou du cadmium ou le sujet de l'hexane pour les huiles dans son référentiel depuis sa création il y a 4 ans. Donc, un certain nombre de sujets sur lesquels on était vraiment bien en avance. Il y en a d'autres, vous les découvrirez au fur et à mesure des scandales. Mais globalement, donc, on a une perspective depuis le début affichée officielle qui est d'accompagner un mouvement souhaitable, en tous les cas dans les pays occidentaux, vers le moins mais mieux de produits issus de l'élevage en termes de consommation. Ce moins mais mieux recouvrant, de même que le terme végétalisation d'ailleurs, des choses très diverses. Donc, ce sont des termes qui sont assez mal définis en réalité. Et on s'appuie notamment sur un scénario qui a été élaboré par Xavier Poux et Pierre-Marie Aubert de l'IDRI, qui s'appelle 10 Years for Agroecology, et qui propose une réduction de ces produits avec un scénario que vous voyez là au milieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ça fera l'objet d'autres webinaires et ça a déjà fait l'objet de pas mal de webinaires, mais avec une réduction finalement assez faible, vous le voyez là, des viandes rouges pour des questions environnementales sur lesquelles elles sont en fait plus pertinentes que beaucoup de productions monogastriques. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est une prospective globale qui gère également les enjeux déforestation, énergie fossile avec les engrais de synthèse, émissions de gaz à effet de serre, également en lien avec ce même sujet. Donc, juste pour préciser, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Nous ne sommes pas financés par un quelconque lobby, que ce soit le lobby de la carotte ou le lobby de la viande. Nous n'avons pas de dogme et pas d'agenda. Nous souhaitons vraiment faire avancer les connaissances et informer pour agir sur la base de faits et de preuves. Donc, l'objectif de ce webinaire et de tout ce que nous faisons, c'est de partager des perspectives qui éclairent les sujets d'une lumière nouvelle. C'est très souvent le cas dans ce que nous organisons et de donner la parole à tous, des producteurs aux consommateurs, en passant par des experts. Aujourd'hui, c'est plus une table ronde d'experts. Donc, vous avez autour de la caméra Anaël Bibard, qui est président de FarmLeap, donc une structure qui est engagée pour la décarbonation en agriculture et qui est l'ancien président de European Climate Agriculture Alliance. Sandrine Doppler, qui est analyste, prospectiviste, conférencière et également très experte sur les sujets d'intelligence économique dans notre secteur agri-food. Pierre Raffard, qui est géographe, enseignant, présentateur de l'émission Voyage en cuisine sur Arte, fondateur également d'une structure Kirevitz qu'il présentera un peu plus précisément tout à l'heure, et qui est l'auteur d'un ouvrage que je vous conseille et que je pense il nous évoquera tout à l'heure également. Donc, pourquoi ce webinaire? Eh bien, parce qu'on est face à beaucoup
de rapports aujourd'hui pour dénoncer, pour contraindre, enfin, sur le sujet de l'agroalimentaire est quand même extrêmement tendu. Et il y a beaucoup de conférences qui sont des conférences en réalité un peu entre soi. Et c'est précisément ce qu'on essaye d'éviter quand on organise des conférences. Et puis beaucoup de discussions qui sont réellement évitées sur le fond avec des parades ou des stratégies d'évitement qui sont très souvent déployées. Des narratifs de transition, à la fois sur la transition écologique, la transition alimentaire, qui n'impriment pas et qui sont très souvent fondés sur la peur du cancer avec la viande rouge, la peur des gaz à effet de serre avec les vaches, etc. Donc on a voilà tout un narratif qui fait que aujourd'hui on n'est pas forcément sur des impulsions positives. Des pressions, et ça je peux en témoigner en réalité, on reçoit quand on ose parler de ce genre de sujet des pressions parfois assez fortes, hein, qui témoignent de tensions dans ce champ. Ces tensions sont en général assez peu explicitées. Et puis, on a aujourd'hui vraiment le besoin de faire un panorama ouvert des accords et des désaccords sur ces sujets, de manière à pouvoir avancer collectivement. Donc, l'idée, c'est d'inviter la diversité à la table. Aujourd'hui, avec ces 4 intervenants, le 7 octobre avec une intervenante. Donc là, ceux qui sont intéressés par ces sujets, on sera beaucoup plus sur les enjeux nutritionnels. Je vous invite à faire vite pour vous inscrire parce qu'on est en train de dépasser la jauge en moins d'une journée. Nous serons également présents le 8 octobre à ProDurable sur les attentes consommateurs, le 30 octobre avec les producteurs, avec les bois agricoles, donc aussi bien des agriculteurs en production végétale comme animale, un sociologue, des cantines, l'IDRI, le CHI. Le 2 novembre, sur un plateau pour une structure importante internationale sur les aspects santé unique, One Health. Et puis 3 dates en novembre dont on vous reparlera dans l'agenda, une sur les protéines, donc vraiment là aussi très sur les enjeux nutrition, alimentation et santé féminine, et puis une autre beaucoup plus sur les enjeux sociologiques et guerre économique, analyse des jeux d'acteurs pardon, dans les narratifs sur les transitions alimentaires et écologiques. Voilà, donc pour ce qui est des éléments juste de contexte, on est face à une crise écologique. Je pense que vous connaissez tous ce cadre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Les limites planétaires sont largement dépassées. Et l'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs contributeurs majeurs. Donc nous prenons ce constat comme un constat positif, qui est qu'on a des marges de manœuvre très importantes pour améliorer la situation si on prend les choses dans le bon ordre, qui est malheureusement rarement le cas dans le sujet écologique sur l'alimentaire. On a également une crise de santé. Vous voyez ici de manière graphique et à l'échelle internationale, puisque chaque barre représente un pays, classé par continent. Vous voyez l'augmentation en 30 ans des taux d'obésité. On n'est même pas sur le surpoids, hein. L'obésité à l'échelle mondiale, entre 0, près du centre, jusqu'à 100% au bord. Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal d'endroits où on est très mal et que la tendance est assez mauvaise. On a le même type de statistiques sur l'évolution du diabète à l'échelle internationale. Et on est donc dans une situation aujourd'hui face à des sujets qui sont très intimes, très clivants, qui sont dans notre quotidien, qui sont vraiment la base de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire là, c'est vraiment comment est-ce qu'on répond à nos besoins physiologiques. On parle d'alimentation. Mais on voit également que la façon aujourd'hui d'aborder la nourriture et son alimentation devient aussi des éléments plutôt d'appartenance, voire de besoin d'estime, etc. Donc, sans rentrer dans les détails, on est quand même dans un monde très incertain, rempli de déconnexions de tous ordres, et sur lesquels l'alimentation est en train de devenir beaucoup plus que le bas de la pyramide, ce qui peut parfois rendre les débats encore plus compliqués. Alors, ça donne lieu à ce genre de message également sur la partie santé. On a ce type d'injonction qu'il faut absolument avancer vite parce que si on ne végétalise pas très rapidement, notamment, alors il y a une fixation sur la viande, hein, quand même, la viande notamment rouge, on va avoir des surmortalités considérables. Idem, le narratif est à peu près identique sur la partie climatique. Sur l'empreinte eau, bon, à peu près le même narratif. On aurait plus de 15 000 litres d'eau par kilo de steak, par exemple. Je donne à chaque fois le même exemple de la viande rouge, mais on pourrait le décliner sur les volailles ou sur d'autres éléments. On a quand même toujours des comparatifs qui sont très, très favorables à la végétalisation. Et là, je parle vraiment du discours dominant, du discours classique. Et on a également exactement le même discours dans le textile, avec des explications telles que celle-ci qui a été donnée cet été dans un dossier de l'ADEME pour dire que la laine, ça n'est pas forcément une bonne fibre parce que l'élevage de ruminants a des impacts importants, pollution des sols, des eaux et du méthane. Donc là aussi, un récit qui est quand même extrêmement négatif, qui se concrétise également dans ce type de communication, qui vont toujours
dans le même sens. Idem sur la végétalisation telle que vue dans ce dossier de l'ADEME, où on a, si vous regardez bien l'image, il n'y a même plus un petit œuf ou, sans parler de chair, hein, ou un morceau de fromage a priori. Et puis tout un secteur de l'agroalimentaire qui s'organise autour de ces injonctions pour répondre avec des produits plant-based, on reviendra sur ce concept, et des mobilisations citoyennes pour essayer de faire avancer ces sujets. Voilà. Donc là, on est toujours sur cette question de comment est-ce qu'on réduit la viande. Ça, c'est juste pour vous montrer la façon dont les problèmes sont approchés aujourd'hui dans les narratifs. Comment est-ce qu'on réduit la viande aujourd'hui? Et voici des prospectives qui sont donc mises sur la table pour l'élaboration des politiques publiques. Donc là, on a notamment un travail de l'IDRI qui référence les différents scénarios de l'ADEME notamment, et puis un scénario spécifique à ce travail de l'IDRI. Mais vous voyez que globalement, quoi qu'il arrive, tous les scénarios exigent, entre guillemets, une baisse tendancielle extrêmement forte de la consommation de viande. La réalité, on va le voir un petit peu plus précisément, c'est que après une augmentation assez forte, les quantités stagnent depuis plus de 50 ans, les quantités consommées. Je suis pour ma part assez sceptique sur les statistiques de 1800, etc. Vivant à la campagne en milieu agricole, je pense qu'à ces périodes-là, on avait une autoconsommation très importante dans certaines zones rurales et agricoles qui ne sont probablement pas référencées ici. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'on peut observer sur la partie où on a de la statistique fiable, c'est que la déconsommation, entre guillemets, qui est appelée un petit peu dans tous sens, n'advient pas. Ça, c'est une réalité. Et si on regarde également ce qui se passe avec, notamment quand on fait des injonctions sur la viande rouge, ce qui s'est produit ici sur le bœuf, ou quand on a des crises comme celle de la vache folle en Europe, eh bien, en réalité, c'est complètement compensé par l'explosion de la consommation d'autres produits issus de l'élevage, notamment la volaille ou les produits laitiers ou les œufs. Voilà, donc ça, c'est le constat. Aujourd'hui, donc, on est sur des prospectives moins mais mieux, mais jusqu'où? Et on verra donc en dernière partie les enjeux plus d'équilibre nutritionnel. On va d'abord passer en revue des enjeux qui sont davantage sur la question des jeux d'acteurs et pourquoi aujourd'hui on est sur des arbitrages qui ne se font pas au niveau alimentaire, nutritionnel, écologique. Et pourquoi cette résistance en fait du marché a peut-être un sens, même s'il n'est pas forcément explicite ou même conscient. La réalité aujourd'hui, c'est que plus de quasiment 4 Français sur 5 sont omnivores. Donc là aussi, hein, c'est quand même une réalité qu'il faut avoir en tête. La population à la fois française, européenne et mondiale n'est pas sur une trajectoire de devenir majoritairement végétarienne ou végétalienne. Donc comment est-ce qu'on fait mieux avec ce qu'on sait faire? Et sur le plant-based ou le plant-forward, c'est vraiment un marché aujourd'hui qui se cherche. Je pense que là, on va avoir beaucoup d'éléments de la part des intervenants, mais avec des innovations qui sont plutôt mal reçues par les consommateurs, que ce soit alors, différentes innovations biotechnologiques jusqu'à l'inclusion acceptée enfin, validée par la Commission européenne cette année d'inclure des insectes, hein, donc entre guillemets des protéines, dans à la fois des produits enfin, céréaliers, pain, gâteau, euh, dans des fromages et produits fromagers, mais également à hauteur de 3,5% dans des compotes de fruits ou de légumes, ce qui peut laisser quand même un petit peu perplexe par rapport à la réception consommateur. Donc, nous verrons bien. Et puis, moins mais mieux également, où on a toute une tentation aujourd'hui sur le marché de l'agroalimentaire d'aller vers des solutions qui sont plutôt des solutions d'intensification de la production en élevage, avec notamment du monitoring du méthane, des émissions de méthane, et des additifs anti-méthane qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec le pâturage, c'est-à-dire qu'il faut les donner toutes les 4 heures. Donc, ce sont des vaches qui sont forcément dedans. Ça pose d'autres problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, à moins qu'il y ait des questions. J'ai d'ailleurs omis de vous mentionner que vous pouvez poser des questions, bien entendu, dans le Q&A. On les synthétisera à chaque étape des différentes interventions et on tâchera de vous répondre soit en direct, là vous recevrez la réponse, soit d'en parler lors des moments d'échange quand il y a plusieurs questions du même type, soit sinon on vous répondra lorsqu'on diffusera le replay. Donc, en fait, le récit aujourd'hui, bah, il ressemble à ça. Ça, c'est la page de garde d'une ONG qui a publié une campagne hier, qui est en clair une campagne pour essayer d'éviter totalement la critique d'une publication qui sort le 3 octobre. Donc, je vous invite à regarder ce qui va se passer avec
là aussi une image qui en dit assez long sur le narratif. Donc, ce serait la méchante viande qui est en train d'écraser les gentils légumes, quasiment, on a presque que ça. Mais la réalité est sûrement un tout petit peu plus complexe parce qu'en fait, quand on parle plant-based, on peut aussi tout à fait être dans ce schéma-là, c'est-à-dire sur des produits très sucrés, très céréaliers, ça peut être parfaitement végétal. Donc en fait, quand on parle végétalisation, on est vraiment sur un concept qui est aujourd'hui extrêmement flou, qui peut être défendu par des acteurs avec des intérêts extrêmement divers. Et certains de ces acteurs sont clairement des lobbies ou des acteurs qui pèsent très lourd dans la sphère économique. Et effectivement, on pourrait aussi se dire, au lieu de cette image-là, qu'aujourd'hui, le combat, il est beaucoup plus probablement entre des produits ultra transformés par rapport à des produits beaucoup plus bruts et que le shift alimentaire sur la question de la viande devrait être traité très différemment de la façon dont il est traité aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez quand même que sur tous les éléments environnementaux que j'ai évoqués tout à l'heure, l'empreinte eau de la viande, par exemple, il s'avère que les choses sont beaucoup plus complexes. Et l'ADEME a sorti en octobre l'an dernier des éléments qui montrent que finalement la consommation d'eau, elle peut être beaucoup plus faible sur de l'élevage 100% prairie par rapport même à tout un tas de productions végétales, quasiment toutes. L'empreinte carbone, là je vous renvoie, qui donc est censée être très mauvaise dans tous les cas, je vous renvoie au replay et à la synthèse du colloque que nous avons fait le 14 mai avec un membre du GIEC, avec la vice-présidente méthane agricole de la FAO, qui était également une universitaire, comme le membre du GIEC qui lui-même est professeur de climatologie et géophysique à Oxford. Donc ce ne sont clairement pas des climato-sceptiques. Néanmoins, le résultat de ce colloque, c'est quand même de dire que les métriques climat qui sont utilisées aujourd'hui ne sont absolument pas adaptées au secteur agri-food, qui est concerné majoritairement par des émissions de méthane qui sont aujourd'hui très très mal comptabilisées, au point de donner une image complètement erronée de la réalité de l'impact réchauffant sur les températures, dont l'impact notamment du secteur de l'élevage. Donc une fois de plus, nous n'avons aucun conflit d'intérêt, mais par contre, remettre les choses à leur place fait clairement partie de nos missions. Si vous avez vraiment des questions très spécifiques sur ce sujet, je vous invite à regarder ce replay-là et sinon à poser des questions dans le chat si vraiment ça interfère avec le sujet d'aujourd'hui. Mais sachez que actuellement, donc ça c'est une diapo également de ces deux universitaires, de même que la précédente qui était d'ailleurs inclue dans le dernier rapport technique du GIEC de 2021. Aujourd'hui, le grand enjeu, c'est le protoxyde d'azote qui est lié aux engrais de synthèse. Et ces engrais de synthèse concernent les productions et notamment les productions végétales. On peut être sur des systèmes qui sont relativement vertueux en élevage si on n'est pas sur des systèmes fertilisés de manière synthétique. Donc attention, voilà les enjeux réels aujourd'hui du secteur agri-food. Je vous invite à lire également les deux publications de l'OFB qui ont été publiées en mai sur ce sujet précisément du climat. Et juste pour résumer, on peut avoir des cultures végétales plus impactantes, même au niveau climat, que certaines productions en élevage. C'est plus facile en élevage ruminant herbager de type vache et mouton d'être séquestreur net. Donc ça, c'est une des diapos qui a été présentée lors du colloque à l'Assemblée nationale. Mais en tous les cas, retenez une chose, ce n'est pas forcément en faisant que de la végétalisation qu'on va sauver le climat. On a aussi des options qui sont par l'amélioration des systèmes d'élevage, qui n'est malheureusement pas la tendance prise aujourd'hui, alors qu'on a de très belles compétences et des territoires extrêmement propices à ça en France. Donc voilà, si vous voulez un petit peu de nuances sur ces sujets, vous pourrez regarder notamment l'article qui a été publié par Le Monde utilisant nos bases de données. Et vous verrez que certaines productions, certes, les productions d'élevage sont en moyenne plus impactantes que les productions végétales, mais nous avons également des productions végétales fort impactantes. Je pense que suite à tout ce qui s'est passé cet été avec la loi du plomb, je pense que plus personne n'ignore que certaines productions, comme par exemple, on a le sucre de betterave, mais c'est le cas aussi sur les pommes ou sur les céréales pour la bière, peuvent être extrêmement impactantes pour l'environnement. Voilà. Et il en va de même, évidemment, des systèmes d'élevage où on a des vraies nuances et des vraies gradations qui sont d'ailleurs extrêmement visibles avec le référentiel d'évaluation que nous utilisons. Pour terminer, ça c'est un sujet qu'on verra tout à la fin sur la question des enjeux nutritionnels. Mais vous voyez bien là le genre de paradoxe ou de double contrainte dans lesquels on inscrit aujourd'hui les consommateurs et les citoyens que nous sommes tous. Voilà, donc je vais donner la parole à Pierre Raffard maintenant.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Sabine pour ton introduction qui met bien la contextualisation que je vais prolonger d'ailleurs. Donc d'abord, tout d'abord, merci à tous les membres du comité d'organisation de ce webinaire de m'avoir invité. Alors cette question, je vais essayer d'aller vite parce qu'on est un peu pris par le temps. Ce qui m'intéressait pour cette première présentation, donc que j'ai intitulée Végétalisation, genèse et idéologie d'un projet politique, c'était avant tout de comprendre quel était le message, quelles étaient les valeurs, quelles étaient l'idéologie portée par ce courant en faveur de la végétalisation. Alors soyons bien clairs, quand je parle d'idéologie, je prends le terme sous un angle totalement objectif, c'est-à-dire vraiment quels sont les systèmes de valeurs, la vision du monde portée par les acteurs de la végétalisation et notamment les acteurs privés. Cette thématique, moi, j'ai commencé à m'y intéresser en 2020 à peu près. Sabine, je te remercie, tu as mentionné mon dernier ouvrage qui s'intitule Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie. Et donc, dans la dernière partie du livre, avec un sous-titre De la fourche à la foodtech, et dans la dernière partie du livre, pardon, merci Sandrine en plus, qui est là devant elle et qui le montre à la caméra. Et en fait, dans la dernière partie du livre, j'ai essayé de faire un focus sur la dimension politique et géopolitique de la foodtech. L'idée n'étant absolument pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais plutôt de comprendre quelle était la dimension à la fois performative et politique portée par ce mouvement-là. Et quand on parle de food tech, eh ben, très rapidement, on arrive à cette question de la végétalisation, ou plus précisément, la végétalisation arrive très rapidement sur la table. Et d'ailleurs, ça représente la première partie, si je puis dire, un peu de la présentation d'aujourd'hui. Ces substituts végétaux, donc des substituts à la viande, des substituts aux produits laitiers, des substituts, tu as parlé aussi au textile, Sabine a raison. En fait, ben, très rapidement, on se rend compte qu'ils représentent véritablement un vaisseau amiral de ce qu'on appelle la food tech. Alors, je vous ai mis cette première photo qui, à mon avis, parle à tout le monde et qui a, alors si je puis dire, véritablement engagé un raz-de-marée de la végétalisation pour un public de plus en plus grand. Je ne vais pas revenir sur toute la genèse des discours végétaristes, véganes, etc. C'est pas l'objectif. On va pas revenir au mouvement écologique de la fin du 18e, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment un discours en faveur de la végétalisation s'est progressivement et s'est récemment installé dans le débat public. Alors, depuis plusieurs décennies, on en parle, bien entendu, dans le monde à la fois professionnel et universitaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, cet intérêt pour la végétalisation des consommations alimentaires a pris une nouvelle étape avec, vous l'avez tous suivi, j'imagine, l'entrée de la start-up entreprise Beyond Meat, donc produisant et commercialisant des substituts carnés sur le Nasdaq. Et à partir de cette introduction, Beyond Meat finalement est devenu une sorte de modèle à copier qui a donné naissance à tout un ensemble de startups plus ou moins pertinentes, mais aussi qui a permis finalement de structurer aux États-Unis, en Amérique du Nord bien entendu, mais aussi dans d'autres régions du monde, un véritable secteur autour de tout ce qui était substituts végétaux. Alors, je vous ai mis alors c'est depuis quelques années, hein, pour celles et ceux que ça intéresse, on peut suivre les péripéties, si je puis dire, du monde de ces acteurs de la végétalisation. Là, je vous ai trouvé ce petit schéma sur le site Veconomist qui date de 2021. Il faudrait peut-être l'actualiser un petit peu avec de nouvelles startups et aussi bah, cette actualité de la végétalisation, elle prend très souvent la forme d'annonces de levée de fonds, de mise en place de nouvelles gammes de commercialisation de nouveaux produits. Là, je vous ai mis deux exemples. La première, peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent déjà, j'en suis sûr d'ailleurs, hein. Donc l'annonce au mois de... attendez, c'est un petit peu l'annonce au mois d'octobre 2023, pardon, d'une levée de fonds de la start-up française, pardon, Oumiami, auprès de la BPI. Oumiami qui désormais ne s'appelle plus Oumiami mais Swap, pour comment dire, des évolutions commerciales et des réorientations stratégiques, dirons-nous. Autre exemple, parmi des dizaines, voire peut-être même des centaines d'autres, le fait que la Banque européenne d'investissement accorde au mois de mai 2025, donc
assez récemment un financement de 20 millions d'euros à la start-up, à l'entreprise espagnole Eurafood, elle aussi spécialisée dans tout ce qui est complément, comment dire, carnés, substituts végétaux. Mais ce qui m'intéresse là, donc pour comprendre à quel point cette végétalisation est là aussi devenue un vaisseau amiral, un fer de lance de la food-tech, bah, je vous ai pris alors on pourrait le discuter, mais cette liste des 500 meilleures innovations publiées, chaque année par, alors c'est la slide suivante, publiée chaque année par, Forward Fooding, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine. Alors là, je me suis amusé dans les 40 meilleures, je mets beaucoup de guillemets à meilleures, hein, meilleures innovations de l'année 2024 à recenser les startups, les startups ou les entreprises spécialisées dans tout ce qui était gamme, produits, services végétaux. Et vous voyez quand même hein, qu'il y en a pas mal. Qui plus est que cette liste intègre aussi toutes les innovations AGTech, donc plus, on va dire, en amont, donc du côté de la production agricole. Donc là, vous avez un mélange, mais vous voyez quand même que sur les 40 premières, vous en avez une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vous ai même pas mis celles en rapport avec toutes les entreprises ou les startups spécialisées dans les solutions cellulaires, donc viande cellulaire, etc. Là, je me concentrais uniquement sur la dimension végétale. Mais ceci étant, alors je vous ai parlé depuis le début de foodtech et en bonne universitaire que je suis, bah, c'est quand même bien de dire ce que c'est que la foodtech. Et parce qu'on en parle, on en entend parler, mais finalement c'est quoi la foodtech? Bah, moi j'ai l'habitude de la définir comme l'ensemble des produits et des services qui se sont développés ces dernières années, voire ces dernières décennies, en s'appuyant sur les évolutions, les progrès à la fois de la science, mais aussi les progrès techniques, en matière notamment, moi je pense qu'il y a deux secteurs particuliers qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est que la foodtech. D'une part, la biologie et de l'autre, l'informatique. Et donc, on comprend mieux quand on a cette contextualisation, si je puis dire, de définition, ce qu'est la foodtech. Mais ce qui est intéressant, et moi je suis géographe comme l'a dit Sabine, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si techniquement parlant, ou même commercialement parlant, financièrement parlant, les innovations sont pertinentes ou pas, ça je le laisse à d'autres experts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir finalement quel est le discours, quelle est l'idéologie politique portée par ces acteurs. Et quand on commence à s'y intéresser, bah, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes, mais surtout une idéologie très marquée. Quand je dis marquée, je parle bien sûr politiquement marquée, mais aussi géographiquement marquée. Alors, ce sera la deuxième partie de ma présentation, avant vraiment de rentrer dans le corps du sujet, soyons bien clairs et mettons-nous d'accord, foodtech, très souvent, est considéré comme un synonyme pardon, d'innovation alimentaire. Alors, pas du tout. À mon sens, pas du tout. L'innovation, j'ai envie de vous dire, a suivi l'histoire même de l'alimentation. Là, vous allez le voir sur la slide suivante. Bah, finalement, si je vous parle des techniques de la conserve, du réfrigérateur, de l'aluminium, de la pasteurisation, tout ce que vous voulez, bah, on est dans de l'innovation alimentaire. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur de la food tech avant l'heure? Je ne suis pas certain, pour une bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas certain que ces innovations du passé portent en elles les mêmes valeurs, les mêmes attentes, la même philosophie que celle qui est portée aujourd'hui par les acteurs de cette food tech et en partie par les acteurs de cette végétalisation. Alors, pour aller plus loin, deuxième temps, aux origines culturelles d'une idéologie. Et alors, je vous ai mis cette photo pour illustrer le premier propos qui me semble absolument central. Alors, juste la slide d'après, s'il te plaît, Sabine. Alors, je n'ai aucune action chez Food and Fuel, absolument pas. Mais cette photo, je l'aime beaucoup parce que elle fait écho à comment dire, une discussion que j'ai quasiment tous les semestres avec mes étudiants. C'est-à-dire que moi, je suis enseignant, chercheur, j'enseigne dans une université américaine à Paris, et donc j'ai un cours qui s'intitule sobrement Food Studies, donc études autour de l'alimentation, sciences sociales autour de l'alimentation, si vous préférez. Et donc, dans mon cours, on commence toujours, je le commence toujours par la même question, qui est, pour vous, qu'est-ce que manger veut dire? Qu'est-ce que l'acte alimentaire? Et ce qui est absolument fascinant, c'est que quand je pose la même question à un groupe d'étudiants français et à un groupe d'étudiants américains, les réponses sont, alors, à la fois varient drastiquement, mais surtout, je me rends compte que depuis des années que je pose la même question à des groupes à la fois français et américains, eh bien, il y a des invariants, il y a des invariants. Et le premier d'entre eux,
c'est que à chaque fois que je demande pour vous, qu'est-ce que manger veut dire, les Français, les petits étudiants français vont me dire c'est synonyme de plaisir, c'est synonyme de sociabilité, c'est synonyme de divertissement. En revanche, quand je pose cette même question à mes étudiants américains, j'ai une et je suis totalement, honnête et transparent là-dessus, j'essaye pas du tout de les orienter, hein, je pose simplement la question. J'ai toujours la même expression: «Food as a fuel», l'alimentation comme un carburant. Alors, dit comme ça peut sembler anecdotique, mais ça nous en dit énormément sur la perception que certains consommateurs, et même j'ai envie de vous dire la majorité des consommateurs nord-américains, a de l'acte alimentaire. C'est-à-dire que vraiment, alors pour reprendre la pyramide de Maslow que présentait Sabine précédemment, on est vraiment sur le bas de la pyramide, hein. C'est vraiment l'alimentation est uniquement un besoin biologique, un besoin en lien avec le métabolisme, et donc toute cette dimension de sociabilité, de plaisir, de culture aussi, finalement, est très souvent mis de côté. Et donc ça, gardez bien à l'esprit food as a fuel, parce que, à mon sens, c'est essentiel pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans nos assiettes et comprendre aussi aujourd'hui la diffusion de certains modèles agricoles, industriels et alimentaires, allez, en France et plus généralement en Europe. Et donc, on le voit, cette dimension très fonctionnelle, fonctionnaliste de l'acte alimentaire, on le retrouve beaucoup dans les discours de certains acteurs. Alors là, je vous ai mis, c'est un exemple parmi tant d'autres, une capture d'écran du site internet de la startup GoodMeat, qui donc produit et commercialise des substituts carnés végétaux. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le titre. Il n'y a rien il n'y a rien de naturel avec la viande que nous mettons dans nos corps. C'est vraiment, on est sur comment dire, la rhétorique qui est invoquée ici. On est purement sur de l'acte biologique, de l'acte qui relève du besoin, et non sur d'autres drivers comme on pourrait l'avoir en Europe. Donc là, vous le voyez comment dire, sur la slide suivante, pour vous faire un petit peu un parallèle. Donc d'un côté, food as a fuel, de l'autre, manger, la cuisine comme un acte social, un acte de partage, un acte collectif. Et je reviendrai sur cette dimension individuelle versus collectif, parce que véritablement, la première opposition qu'on peut avoir, c'est carburant contre sociabilité, partage. La seconde, c'est un acte très individuel, dans ce modèle dans ce modèle d'inspiration anglo-saxonne, versus un modèle beaucoup plus collectif dans le cas d'un modèle, alors on peut appeler ça européen, mais on le retrouve aussi en Asie, on va le retrouver en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, ensuite, tout ça, en fait, conditionne la vision que ces acteurs professionnels, que ces acteurs de la végétalisation vont avoir. Le premier d'entre eux qui me semble absolument essentiel à garder à l'esprit, c'est la slide suivante, c'est que manger est perçu comme une suite de problèmes à solutionner. Et j'insiste bien sur le terme de solutionner, hein, à raison, j'utilise pas le terme de résoudre, solutionner pour faire un horrible anglicisme, hein, parce que véritablement, on est sur des rationalités, sur une idéologie qui perçoit l'alimentation comme une suite de problèmes. Problèmes nutritionnels, problèmes politiques, problèmes éthiques, problèmes environnementaux, et donc si manger est perçu comme un ensemble de problèmes, eh bien entendu, les acteurs agroalimentaires ont un but, un objectif, celui de trouver des solutions techniques à ces problèmes réels pour certains, peut-être un petit peu tirés par les cheveux pour d'autres, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir cette dimension très fonctionnelle de la manière dont se perçoivent ces acteurs. Et donc, bah, là encore, quand on s'intéresse un petit peu aux rhétoriques, quand on s'intéresse aux discours qui sont promus et qui sont mis en avant par ces acteurs, bah, vous voyez, hein, on est véritablement sur cette idée que, alors d'une part, on est sur un discours de culpabilisation parfois. Un hamburger à la viande contamine plus que ta voiture. Voilà, hein, déjà en plus une adresse directe au consommateur, mais aussi finalement, manger est un problème qui s'intègre dans une série de problèmes à résoudre.
Et cette dimension très fonctionnaliste, bah, vous la retrouvez, là je vous ai mis une autre capture d'écran. Alors, remplacer la viande par le filet végétal Swap. Donc je vous rappelle, hein, Swap, c'est la nouvelle appellation pour l'entreprise Miami. Alors, si j'étais un petit peu, comment dire, poil à gratter, je dirais que Swap, déjà rien que le nom est pas vraiment, vraiment sexy quand on parle d'alimentation, mais ça c'est même une autre question. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est derrière, hein, c'est en dessous, donc le sous-titre. Notre mission est de remplacer la viande animale par un filet swap à la fois pour l'amour et pour le bien-être de notre planète, des personnes et des animaux. Donc on a une sorte de filet garni de tous les enjeux que les professionnels devraient relever. Mais donc, parce que nous sommes dans cette vision de problème d'une planète et de population sous tension, hein, on voit aussi se développer tout un discours, toute une rhétorique que moi j'ai l'habitude de qualifier d'eschatologique d'une part, donc c'est-à-dire qui a rapport presque avec la fin du monde, mais aussi bah, en toute logique, une sorte de discours très religieux autour de cette tech, autour de la tech en règle générale, et de la food tech en particulier, et de la végétalisation en très particulier. Alors, je vous renvoie, si ces questions vous intéressent, et j'ai mis cette citation un petit peu longue, mais qui me semble bien correspondre à notre sujet du jour, donc tiré de ce tout petit livre qui est sorti assez récemment, Philippe Biwix, L'insoutenable abondance, faut-il croire les prophètes du progrès, donc paru chez Gallimard, et qui, alors j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette citation que j'ai retirée, autour d'une croyance presque universellement partagée dans les progrès techniques inéluctables et généralement souhaitables à venir, on trouve les lieux saints, les grands-messes, où les adeptes se retrouvent avec excitation, les figures béatifiées ou canonisées, les gourous bien vivants dont chaque prise de parole sur les réseaux sociaux, en interview ou en keynote devant un parterre d'élus est décortiquée, commentée, interprétée comme un oracle par un bas clergé composé d'une foultitude de journalistes spécialisés, d'éditorialistes, de consultants et d'influenceurs. Biwix écrit sur la tech en règle générale, mais toute ressemblance avec ce que on peut observer dans le monde de la végétalisation et de la food tech, pardon, ne serait pas, me semble-t-il, totalement tiré par les cheveux. Mais donc, on part d'une vision fonctionnaliste, on arrive progressivement à une vision eschatologique, et donc avec même un vocabulaire, une idéologie qui tirerait vers la religion. Et donc, parce qu'on se rend compte qu'il y a ces valeurs qui sont promues, bah, qui dit fin du monde, dit aussi sauveur du monde. Et c'est toujours assez intéressant de voir comment les gourous, entre guillemets, de ces solutions végétales se présentent eux-mêmes. Alors là, je vous ai mis deux exemples. Le premier, vous le connaissez sûrement, Ethan Brown, donc le fondateur de Beyond Meat, ou encore Pat Brown, donc, qui lui est le fondateur d'Impossible Food, qui était Impossible Burger, mais qui ensuite est devenu Impossible Food, donc deux entrepreneurs américains. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le titre de cet article du Financial Times, l'impossible mission, sauver la planète avec un burger. Mais donc, on a ce qui est très intéressant dans la rhétorique qui est développée, c'est qu'on a finalement presque une idée de croyance dans la science. Alors certains diraient de scientisme, mais la science, le progrès devrait permettre de solutionner une planète malade et des assiettes malades elles aussi. Autre chose qui me semble très intéressant pour comprendre ce qui se passe, et donc pour comprendre une des valeurs, me semble-t-il, cardinales de cette food tech et de cette végétalisation, c'est ce que j'appelle hacker nos assiettes, hacker le vivant. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment dans ce livre qui est absolument phénoménal, qui s'appelle, comme vous le voyez là, je vous ai mis la couverture, L'éthique des hackers. Alors en fait, l'auteur, hein, Steven Levi, vous fait une histoire du hacking, l'histoire des hackers, donc de ces hommes et de ces femmes qui décident de rentrer dans un système pour le modifier de l'intérieur, ou en tout cas pour le comprendre, pour en faire quelque chose d'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est ça vraiment l'apport de Steven Levi, c'est de montrer que cette éthique du hacking, donc comprendre comment ça marche pour ensuite le modifier
l'appliquer à d'autres secteurs ou en tout cas le détourner de sa fonction première est véritablement au centre de la révolution tech portée par les startups nord-américaines comment dire, en priorité. Donc cette idée du hacking, et d'ailleurs Steven Levi, je lisais récemment une interview d'un de ses commentateurs qui disait que finalement le succès et la comète politique qu'a été Elon Musk et qui est toujours Elon Musk répond à cette même rationalité. C'est-à-dire qu'on rentre dans le système politique cette fois, on bidouille et on essaye de changer le système politique à d'autres fins. Et donc, ce qui me semble, pourquoi je vous parle de ce hacking, parce que je suis tombé un peu par hasard sur cette citation d'Ethan Brown, donc toujours le même fondateur de Beyond Meat, dans le Los Angeles Times, qui dit, je vous ai fait la traduction, ce que la plupart des gens n'ont pas bien saisi, c'est que la viande est une entité parfaitement connaissable. On peut la décortiquer, en déduire ce qu'elle contient, l'analyser jusqu'au bout. C'est donc cette approche qui a été privilégiée pour la reconstruire. Donc il y a une idée quasiment de démiurge. Et vous voyez, et à raison, hein, j'utilise cette rhétorique et ce champ lexical, on va dire, religieux. Donc il y a une vraie dimension très religieuse, très démiurgique chez ces entrepreneurs et chez ces acteurs, pardon, de la végétalisation, mais une volonté démiurgique très influencée aussi par une dimension technologique. Et on le voit très bien, notamment dans l'utilisation d'un discours et d'un vocabulaire emprunté à l'informatique. Alors, cette photographie et alors, simplement, la suivante, vous la connaissez sans doute. Sabine, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Voilà, vous le connaissez sûrement, et mon petit doigt me dit que Sandrine va en parler aussi dans sa présentation après moi. Donc, cette nouvelle startup, donc Flora Plant Butter, et donc, ce que j'aime beaucoup dans cette publicité et cette campagne de communication, alors tout est intéressant, mais j'aime beaucoup le skip the cow. Alors déjà, skip the cow, c'est-à-dire passer la vache, hein, hacker la vache, si vous voulez, d'une certaine manière, mais c'est aussi... Alors, donc, on enlève complètement la dimension animale de la production de beurre, mais surtout que skip the cow pour celles et ceux qui utiliseraient, par exemple, je ne sais pas moi, YouTube en anglais, bah, vous savez, quand vous devez passer la publicité, skip the ad, bah là, c'est la même chose, sauf que c'est avec la vache. Donc, on a une sorte d'idée on va détourner de sa fonction première un objet, ou en l'occurrence un animal, mais le tout pour recréer une autre chose. Donc là, on revient sur cette idée sur cette idée un petit peu démiurgique, si vous voulez. Et pour finir ma présentation, je pense que je serai un petit peu dans les cordes, parce que j'ai un petit peu accéléré. La dernière chose qui me semble très intéressante, je vous en parlais précédemment, c'est qu'en fait, l'une des grandes oppositions entre le modèle anglo-saxon et le modèle, disons, européen, asiatique et autres, c'est une opposition entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que là où en Europe, là où en France, manger va être un acte collectif qui permet de faire un groupe social, qui permet de faire communauté, on se rend compte que depuis plusieurs décennies maintenant, l'alimentation est surtout un moyen d'être soi, d'affirmer qui l'on est, qui l'on veut être. Ça, c'est un mouvement qui est né vraiment en Amérique du Nord, qui aujourd'hui se diffuse à l'ensemble de la planète. Mais ce qui me semble intéressant, alors vous pourrez me dire que c'est paradoxal, mais j'ai envie de vous dire que l'alimentation est toujours paradoxale, et l'étude de l'alimentation consiste à essayer de comprendre un mouton à cinq pattes. On se rend compte que finalement, par-delà cette végétalisation qui est une réponse à des besoins très individuels, à des besoins qui sont présentés comme collectifs, sauver la planète, sauver l'environnement, sauver les animaux, etc., en réalité apporte des réponses très individuelles aux consommateurs. Je serais une bonne personne si je mange tel type de produit. Mais en même temps, vous avez une sorte de balancement permanent entre cette valorisation de l'ego et en même temps la volonté de créer des communautés. Et donc, vous avez des communautés qui sont des communautés, comment dire, qui là encore, ce terme de communauté, quelque chose de très, très anglo-saxon, la fameuse community, qui est un concept, une notion quasiment impossible à traduire en français, hors communauté, mais c'est un petit peu plat. Vous avez aussi, bien entendu, cette déclinaison sous la forme numérique des communautés digitales, des communautés numériques, etc. Mais donc, ça me semble intéressant de voir aussi que cette food tech, cette végétalisation propose aussi
de modifier les relations et les interactions sociales. C'est-à-dire que l'alimentation, parce qu'elle est fonctionnelle, mais parce qu'elle devient politique, doit aussi progressivement s'intégrer à la sphère sociale. Et donc, tout ça pour dire que finalement, la révolution, entre guillemets, portée par ces acteurs de la végétalisation, ne se pense pas uniquement comme une révolution financière, ne se pense pas comme une révolution économique, mais se pense au contraire comme une révolution globale, comme une sorte de, alors pour reprendre un vocabulaire un petit peu emprunté à la sociologie, comme un véritable fait social total. Et donc, ça me semble intéressant quand même de garder ça à l'esprit et de ne pas, comment dire, de ne pas percevoir ces phénomènes, enfin ces process de végétalisation uniquement sous un angle purement R&D, purement économique, purement financier, mais au contraire comme quelque chose qui se pense sur l'ensemble des dimensions du fait alimentaire. Et voilà, et j'espère ne pas avoir trop empiété sur les présentations de mes camarades. Merci beaucoup, Pierre. Non, c'était vraiment parfait, très, très instructif, effectivement. Enfin, une prise de recul vraiment intéressante sur ce sujet. Je, je montre ici l'image qu'on a eue en France hein, sur cette publicité de Skip the Cow de Flora, qui montre un processus très, très simple. Hein. Du coup, il n'y a vraiment plus rien. C'est lean, c'est mince, c'est nickel, sauf que ça oublie de dire qu'en fait, c'est une véritable usine à gaz quand même hein, pour faire de la margarine. J'en profite pour signaler que Flora est le dernier partenaire en date, là, depuis quelques mois, du Eat Lancet, qui est donc une structure qui a des partenaires financiers économiques du secteur de la food, notamment, qui milite pour un régime très fortement basé sur des produits à base de plantes. Voilà. On va passer la parole maintenant à Sandrine Doppler. Euh, Sandrine, the floor is yours. Ouais, alors moi, a priori, j'ai un petit problème de décalage. Donc, je vais couper ma caméra, hein, pas que je n'affronte pas ce que je dis, mais je crois, a priori, j'ai toujours le décalage, vous me le confirmez? Oui, donc je vais couper ma caméra. Euh, Excusez-moi. Donc, moi, pour ceux, j'ai reconnu dans le panel, enfin, j'ai vu quelques noms dans le panel qui me connaissent, vous le savez que je suis analyste prospectiviste. Et donc, la première chose que je vais vous dire avant de commencer, je vais essayer de pas être trop longue, c'est qu'en vérité, moi, je suis comme Pierre, j'analyse et les analystes ne prennent pas de décision. Enfin, voilà. Donc, les propos que je présente aujourd'hui sont des propos qui sont sourcés et qui, en fin de compte, expliquent pourquoi, en fin de compte, on essaye de nous vendre quelque chose, mais que ce quelque chose ne fonctionne pas comme on aimerait qu'il fonctionne. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, moi, je vais parler de trois choses. En fonction du temps, hein, je raccourcirai plus ou moins. Donc, une première partie qui va vous parler des sociétés qui essayent de nous influer. Tu peux avancer tranquillement, Sabine. Bien sûr. La deuxième partie, quels sont en fin de compte les consommateurs qui sont concernés par ça? Parce que moi, je suis quand même affolée de voir dans la presse et on mange et il faut du végétal, et enfin tous les jours à toutes les sauces. Mais la réalité, vous allez voir, j'ai des chiffres. C'est quand même pas ce qu'on veut faire. Et ensuite, c'est relayé par des médias. Donc j'espère qu'on ne fera pas partie aujourd'hui. L'article du Monde hier, c'est relayé par des médias qui sont eux-mêmes aussi sous influence. Voilà. Donc moi, je vais essayer de vous présenter, en essayant d'être assez courte, ces trois parties-là. Et si toi, tu as pris, Pierre, le l'angle sociologique, on va dire religieux, moi, il y a un autre aspect dont il faut tenir compte pour comprendre, en fin de compte, cette problématique-là, c'est que les Américains, un, ils font du business, tu nous l'as dit très clairement, et que deux, ils font de la guerre économique. Ils font de la guerre économique et en fin de compte, cette végétalisation, c'est une forme de guerre qu'ils nous font. Parce que je ne vous cache pas que eux, ils n'en mangent pas, hein, de ce qu'ils essayent de nous envoyer. Il y a beaucoup de pays qui n'en mangent pas. Donc c'est une espèce d'image qu'on s'est mis dans notre tête et qui, en fin de compte, est un croisement entre des problèmes sociologiques qui sont liés, le bien-être animal. Moi, je vous adore, j'adore les animaux. Hein, on s'en fiche un peu de mon avis, mais j'adore les animaux. Vous connaissez Grégory, il est assez souvent sur LinkedIn en photo. Mais le problème, il n'est pas là. C'est qu'il nous met une guerre économique et il nous l'amène rudement. Je vais passer à la slide peut-être suivante si tu veux bien. Et un des tout premiers, je vais passer rapidement dessus parce que ça revient un peu à Skip the Cow avec notre ami Bill Gates. Alors lui, Bill Gates, petit visuel. Alors je vous ai mis les liens hein, si vous avez envie d'aller les voir sur Twitter. Hein, donc il s'exprimait et il disait, mais en fin de compte,
il faudrait skip the code. Lui aussi, il dit, voilà, si on réglera tous les problèmes si vous mangez du végétal et que derrière, vous ne mangez plus enfin, vous mangez du végétal, vous supprimez les vaches. Le problème, c'est que ces trois grands philanthropes que sont les IKEA Foundation, Bill et Melinda Gates et Open Philanthropy, c'est quand même les gens qui financent le plus ce mouvement végétal. Alors, vous allez me dire, mais c'est parce qu'ils y croient. Mais mais voilà, parce que c'est des grands philanthropes, ils y croient. Je te laisse avancer un petit peu, si tu veux bien, Sabine. Sachant que moi, j'ai fait un tout petit calcul, hein, très simple. Regardez, si tu veux bien passer la slide, Sabine. Voilà, un lycée de 460 élèves qui utilisent ChatGPT 5 au rythme de 10 fois par jour, hein, qui est la moyenne nationale. Ça émet, juste tu peux me remettre avant, 3 fois plus d'émissions qu'un troupeau de 100 vaches. Le problème des Américains, et tout à l'heure, tu as dit un truc très très intéressant, Pierre, c'est qu'il y a quelque chose que tous les présidents américains, quand ils viennent au gouvernement, le disent, soit de droite ou de gauche, enfin démocrate ou républicain, le mode de vie des Américains est non négociable. Non négociable. C'est-à-dire que je fais de la voiture, je fais du chat GTP, c'est OK. L'alimentation as a fuel. Vous voyez ce que je veux dire? Leur choix est là, en fin de compte. Et donc, quand vous faites le choix de l'intelligence artificielle, évidemment, les troupeaux de vaches, les troupeaux de porcs, d'animaux quelconques vous ennuient. Donc, je vous invite à aller regarder cette espèce d'interview, mais qui est lunaire, hein, si on ne pensait pas aller sur Mars. Et il n'a pas voulu répondre aux questions parce que quelqu'un a dû lui poser des questions un peu gênantes et il n'a pas voulu répondre. Par contre, on investit des milliards de dollars dans l'IA. Je ne pense pas que l'IA va nous nourrir. Mais bon, ça, c'est un autre. Tu peux avancer la slide, s'il te plaît. Quand on regarde un petit peu tout ça et qu'on regarde qui c'est qu'il y a derrière Open Philanthropy, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire tout, mais j'ai fait des cartographies et je peux vous dire que ça prend un temps immémorial de faire des cartographies pour regarder qui est derrière tout ça, en vérité. Et là, vous regardez qui est derrière tout ça. Donc, voilà toutes ces très belles instituts à qui elles donnent. Donc, Goodventure et Givewell, ce sont des anciens de Facebook, donc encore de la Silicon Valley, qui donnent à qui? Qu'à des sociétés de plant-based, de Danish Vegetan-based, de Food Frontier, de Good Food Institute, qui sont que des gens qui sont sur le végétal. Alors, moi, mes sources, c'est sourcé, hein, donc chez ces Open Philanthropy. Donc, je veux bien que ce soit des grands philanthropes, mais quand même, ils ne donnent qu'à un certain type de choses. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Sabine. Donc, j'ai encore descendu une strate. Après Open Philanthropy, j'ai été voir Bernard Bonaventure. Et alors là, eux aussi, ils ne donnent, encore une fois, que pour tout ce qui est Animal Equality, Animal Foundation, Food Frontier, Vegan Project, Animal Vegan Project. Bon, là, je me dis, quand même, ça commence à être un peu intéressant. Et ensuite, je me suis intéressée. Alors là, Denis, je sais que tu es là et que ça va pas te plaire. Je me suis intéressée à Eat Lancet. Moi, vous voyez, je suis comme tout le monde, hein, j'y crois. Donc, voilà. Et j'ai été voir ce qui se passait derrière le Eat Lancet. Et là, moi, quand tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Et là, quand je vais voir le Eat Lancet et que je regarde les financements, là, encore une fois, je refais un tour de table assez intéressant, qui est IKEA Foundation, Rockefeller Foundation, le Wellcome Trust, le Novo Nordisk Foundation. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard de voir maintenant des laboratoires aussi financer le Novo Nordisk Foundation. Donc, je vous ai mis quel type d'acteur c'était et quand j'ai trouvé les montants. Donc, on ne peut pas dire, en fin de compte, qu'il ne se passe rien autour de cette assiette. Et quand je vois ce type de financement arriver, moi, je suis sérieuse, mais je me pose quand même des questions. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il te plaît? Et là, quand je vois un petit peu plus loin l'histoire de l'assiette du Lancet, parce que là, c'est vraiment un vrai roman, là, on voit comment on finance, quels sont les liens qu'ils ont et quels sont les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font comme promotion derrière. Parce que c'est ça, en fait, quel est le discours qui est porté par ça. C'est ça, en fin de compte, que nous devons, en tout cas moi en France, hein, je ne suis pas là pour parler du discours européen, c'est attention, quel discours on veut nous faire porter. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Et quand on regarde un petit peu tout ça, on se rend compte que le Eat Lancet, en fin de compte, il agit comme le bras armé
d'un truc qui s'appelle le World Economic Forum. Ah, et là, on y retrouve tous nos amis. Donc, je me suis permise de vous faire quelques cartographies, où en fin de compte, on voit qu'il y a comme caution scientifique le HIT Lancet et puis l'université d'Harvard. Derrière, nous avons l'OMS. C'est repris en fin de compte par le programme des Nations Unies. Et ensuite, vous allez avoir les entreprises de type Nestlé, des coalitions qui vont reprendre en fin de compte tous ces propos. Donc moi, c'est mon métier hein, de faire de cartographie et de l'intelligence économique. Quand je vois autant de faisceaux, quand je vais amener ça à mon boss, on va commencer à se poser des questions. Et donc, je vous rappelle qu'au final, c'est tout ça, c'est pour avoir un steak végétal ou un lait végétal dans notre assiette. Est-ce que je peux avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, si on voulait faire, voilà, juste avancer dessus, mais je voudrais pas aider avec mes cartons, on voit que le Forum mondial de Davos, c'est eux qui portent en fin de compte la vision qu'ils appellent de la grande transformation alimentaire. Hein. C'est les propos qu'ils tiennent. Hein. Le HIT Lancet leur a élaboré le régime alimentaire pour la grande transformation alimentaire. Je ne fais que paraphraser. Et donc, autour de ce noyau, eh ben, on se rend compte des cercles d'influence. Et on se rend compte des coalitions. Et on se rend compte des jeux d'acteurs. Est-ce que je peux lancer, s'il vous plaît? Et je vous ai encore cartographié Sabine. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté la Bezos Earth Foundation, qui là aussi, lui, finance des écosystèmes de protéines alternatives. Hein. Donc là, à chaque fois, vous voyez, comme d'habitude, le montant qui a été donné, quel était l'objectif et quelles étaient les sources, évidemment. J'avance assez vite pour passer dessus. Tout ça, au final, pour en arriver vers quoi? Vers ce que nous, on appelle une guerre économique, où en fin de compte, le pouvoir financier essaye d'influer sur des normes hein, au niveau européen, on l'a bien vu et on va le voir tout à l'heure, c'est le végétal à l'échelle mondiale. On va retrouver des Jeff Bezos, on va retrouver des Bill et Melinda Gates, on va trouver des Open Philanthropy, on va retrouver en fait, ces acteurs que je vous ai déjà notés, et en fin de compte, qui vont financer au travers de leur entreprise à titre totalement privé, et ça on va voir qu'on peut amener la preuve, ces soi-disant donateurs individuels qu'on ne connaît pas, qui ne sont ni vous ni moi, on finance en fin de compte ces systèmes-là. Tu peux avancer s'il te plaît. Et il y a un cas sur lequel je voulais qu'on se penche, qui est L214, hein, donc, aussi. Et donc, en définitive, on dit, ah non, mais il y a en fin de compte que juste un tout petit peu d'argent qui est donné par eux, mais pas du tout au final. Oui, effectivement, ils reçoivent un peu d'argent de la Silicon Valley, mais ils reçoivent surtout via, si juste tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, en fin de compte, ce qu'ils appellent aux États-Unis les réseaux des grands donateurs particuliers, et dont un qui s'appelle le Animal Charity Evaluator, qui en fin de compte flèche de l'argent. Et vous voyez, tout ça, c'est des copies de leur site internet. Ils ne s'en cachent même pas. Ils ne se cachent même pas de ce qu'ils font. En fin de compte, vous voyez, dans le Animal Charity, on explique aux philanthropes individuels, voilà, si tu veux donner, on flèche l'argent. Et on le flèche, c'est très clairement expliqué ici. La deuxième partie de ma petite proposition, c'est de parler à qui est ce consommateur qu'on essaye absolument de convaincre de manger du végétal. Alors là aussi, moi je suis comme vous, je lis la presse, hein, vous savez assez, vu que tous les matins je vous fais un gentil post. Et là, on se rend bien compte, ça tu peux passer la slide d'après s'il te plaît, la ligne. On se rend bien compte, voilà, ça c'est un instantané de ce que je fais, la viande en pain boom, le boom des produits véganes, végétariens, le marché vegan, enfin voilà. Ça, c'est juste de la presse, donc vous et moi, on pourrait lire. Néanmoins, si on regarde un petit peu ça de plus près, et je te laisse avancer, on se rend bien compte que ça coince, hein, si je peux me permettre. Qu'en fin de compte, la réalité, c'est que ça représente deux bouteilles de... J'ai pris Alpro, mais j'aurais pu, je n'ai rien contre Alpro, hein, voilà. Mais 2 litres d'un produit quelconque ou 2 kilos de steak végétal. Bon, voilà. Vous voyez, ça fait pas quand même, ça fait pas un marché en plein boom, hein, quand on voit le nombre de milliards d'habitants sur la planète. Je peux te laisser avancer, s'il te plaît. On a quand même une croissance de 8,8.
et en fin de compte de 5,1 en volume, mais en fin de compte, c'est des quantités qui restent vraiment assez marginales. En fin de compte, il faut bien voir le décalage entre le récit médiatique, l'idéologie et la réalité des pratiques en France. Si je prends la partie viande, on est pour un steak pour entre 40 et 50 portions de viande. Si on prend, vous voyez la référence du steak végétal. Mais j'aurais pu prendre de ras, enfin voilà, hein, j'ai pris ce que j'ai pris. Donc là aussi, on est sur des sommes quand même assez faibles. Donc, effectivement, on a des augmentations, on a 8,1 de représentation de valeur. Mais en fin de compte, on n'a que 4,9 en volume, c'est-à-dire que le consommateur, il a payé plus cher le même produit. Ça ne veut pas dire qu'il en a consommé peu, qu'on en a consommé plus. Et je vous ai pris en photo, je ne sais pas si vous vous rappelez, Bell, il y a 2 ans, à grand renfort, on va devenir les leaders mondiaux du végétal. Bah ouais, on a fermé nos riches parce qu'on n'a pas trouvé de marché. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent compte de l'annonce, vous voyez, mais ils se rendent pas compte qu'après, il y a des amours. Donc, en fin de compte, on a quoi? Une brique de lait végétal sur 20 qui est vendue, qui est du lait végétal. Alors, vous allez me dire, moi, je suis pas contre, hein, mais j'explique juste que ce n'est pas le but et que, en fait, il faut du temps pour que quelque chose s'installe dans notre alimentation. C'est pas toi, Pierre, qui va me dire ça. Il faut du temps. Et en plus, je ne pense pas que ça remplacera en totalité, vraiment, on massacre vraiment tous les animaux, mais que ça deviendra quelque chose qui va composer notre assiette. Et je pense que c'est nécessaire qu'elle compose notre assiette. Je te laisse avancer, s'il te plaît. Alors, en plus, si moi je vous ai cherché des chiffres un petit peu mondiaux, je peux dire, bah tiens, voilà. Là, regardez, les Américains qui sont les grands prescripteurs, ben, eux, ils n'en veulent pas de leurs propres produits, hein, ils sont bien gentils, ils nous les envoient, mais eux, ils n'en veulent pas. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des augmentations qui sont variables en fonction des pays. Ne pas confondre valeur et volume, hein, c'est pas du tout la même chose. Sachant que je vous ai fait aussi un petit focus sur les BRICS. Les BRICS, ils y vont avec le Brésil en tête, mais ils sont plutôt, en fin de compte, fournisseurs de matières premières pour produire ces produits-là. Eux-mêmes ne sont pas encore des grands consommateurs. Eux, pour certains, ils découvrent la viande, donc vous comprenez que les alternatives végétales, soit c'était dans leur culture, soit techniquement, ils y sont pas encore. Voilà, donc ils sont plutôt sur de l'exportation. Je te laisse avancer ça. Et là, moi, il y avait quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai vu souvent des chiffres où on vous dit, ah, mais oui, à l'horizon 2030, voilà la taille du marché et tout. Bon, ben voilà, la réalité, elle est là. C'est qu'en fin de compte, le marché, il est réellement inférieur aux attentes. Inférieur aux attentes. Voilà. Ensuite, on peut dire ce qu'on veut, mais encore moi qui ne suis pas une femme de chiffres, vous le savez, je me coupe très peu de chiffres. Voilà. La réalité, elle est là. Hein. Donc, je te laisse avancer, cette. Et qu'en fin de compte, si on prend la France, là on revient sur un marché français, l'acte d'acheter du végétal n'est pas encore un acte de conviction. Hein. C'est très clairement pas c'est vraiment pas un acte de conviction. Euh, ce serait plutôt un acte d'économie si on devait pousser, voilà, sur certains produits qui pourraient être moins chers. Hein. Je vous rappelle que le premier frein à une alimentation responsable, toutes les études dites scientifiques le disent, c'est le porte-monnaie. Hein. On achète d'abord avec son porte-monnaie. Voilà. Je laisse avancer Sabine, s'il vous plaît. Oh, oui. Le frein numéro 1 n'est pas technologique, mais on mange avec du sens et des valeurs, je dis tout le temps. Et pourquoi? Parce que notre consommateur, et ça c'est une étude européenne, donc vous pouvez tous trouver, au GFI, Agreste, qui dit, bah, en fin de compte, bah, les gens ne sont pas très convaincus, quoi. Pas très bon, pas très beau. Et pour beaucoup, la compo, elle est encore à revoir. Hein. Ça s'améliore, mais c'est encore à revoir. Donc, il y a un prix qui limite l'adoption. 2, qu'il y a un goût et des textures qui déçoivent. Et 3, il y a quand même une défiance parce que le consommateur, hein, il est quand même pas bête, il sait très bien ce que c'est l'ultra-transformation. Il sait faire la différence, même s'il les consomme. Okay. Je te laisse avancer. Là, je vous ai fait un petit tableau, mais je passe rapidement dessus pour s'il y avait des gens du marketing, quels étaient les drivers de consommation, et je te laisse avancer juste sur la slide d'après. Je vais passer assez vite pour pas monopoliser le temps parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Si tu peux avancer, Sabine. Voilà, et arriver
Ouais, celle d'après encore, s'il te plaît. Encore après. Encore. Voilà, je vous ai fait les drivers de consommation, donc qui réellement achète quoi. Imaginez que nos seniors de 60, plus de 75 ans vont être dessus, non. Et ça pose, mais ça, ce sera peut-être une question auquel on répondra. Euh, Au-delà de 50 ans, moi j'ai fait une étude sur les seniors, on sait très bien que ça pose des problèmes si on supprime la totalité de la viande, hein, enfin de la protéine. On peut avancer s'il te plaît. Ma dernière partie, et j'avancerai très vite, ça c'est relayé par qui? Eh bien, par des médias, par des médias, tu peux carrément avancer. Alors, si Pierre ne vous l'a pas infligé, moi, je vous l'ai fait le slide, mais je passe très vite dessus, de la fabrique de ce récit alimentaire, comment il a commencé et où il est arrivé. Je vous ai mis les dates majeures, mais je ne vous l'inflige pas. Voilà, mais sachez que voilà, je vous l'ai fait, je te laisse avancer, s'il te plaît. Et en fin de compte, on se rend compte d'une chose, c'est là qu'ils sont quand même très forts, c'est que l'Union européenne est arrivée à adopter cette posture et en fin de compte, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les philanthropes, les ONG qui ont lancé ces récits en amont, qui ont été ensuite repris par la science européenne et par la DG Agri, qui en fin de compte ont été au travers de financements qui s'appellent Horizon Europe. Ils ont financé en fait toute la recherche autour de la protéine alternative. Ensuite, on essaye de réguler ça par du verrouillage normatif. Et en fin de compte, l'affaire elle est faite. L'affaire elle est faite. Et eux, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De verrouiller ça. On l'a vu cet été avec le Green Flex, enfin fin d'été, fin de printemps, début d'été, avec le Green Flex. Ils essayent de verrouiller ça avec la normation, parce que qui fait la norme fait le marché. Et je vous rappelle que c'est des Américains, donc ils font du business. Je te laisse avancer, s'il te plaît, Sabine. Donc là, c'était toujours un tableau, la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, pour montrer un peu comment que ça avait été articulé en termes de dispositifs publics européens pour aider, en fin de compte, les programmes. Et en fin de compte, tout ça, c'est relayé. Oh, mais non, tu peux y avancer, Sabine, tranquillement. On arrive vers la fin. Tout ça, c'est relayé, et bien évidemment, dans la presse par des médias. Si, évidemment. Et là, regardez, donc le financement du Guardian est fait par Bill et Melinda Gates et la Rockefeller Foundation depuis 2017. Voilà. Et regardez, alors là, moi, je suis tombée de l'échelle. Hein, là, Libération a reçu 130 000 euros via Solution Journalism, donc un syndicat, un European Journalist Center en Angleterre, qui eux-mêmes sont financés par Bill et Melinda Gates pour parler de quoi? D'alimentation, de climat dans leur journal. Bien, donc, si je voulais conclure, je crois que j'arrive à la fin. Évidemment, un marché de l'alimentaire qui est, on se rend pas compte, on dit ouais le marché du végétal, mais non, en fin de compte, ce marché du végétal, il pousse deux autres marchés. C'est pour ça qu'on voit apparaître maintenant les laboratoires dans ces coalitions. Il est poussé par le marché des compléments alimentaires, parce qu'évidemment, même les gens de Harvard le disent. Ah oui, quand vous mangez, Villette de Harvard le dit, quand vous mangez végétal, et il le dit aussi avec son pote du Club 7, il le dit, il va falloir compléter. Et donc, évidemment, ça booste le marché des compléments alimentaires, et laissez-moi vous dire qu'ils ont mis des billes dedans, et ça booste un troisième secteur, mais j'avais oublié de le mettre, mais il m'est revenu en parlant avec Pierre hier soir, le marché de l'obésité et le fameux GLP-1. Et bien évidemment, et comme ça, on a fait la boucle. Donc, vous voyez bien, et moi je dis pourquoi ça coince, pour revenir un peu au centre de ce qu'on disait, puis je laisse pourquoi ça coince? Parce qu'en fait, quand j'espère pour les consommateurs qu'on est quand même, et qu'on se rappelle que 67 millions de Français, euh, on n'est pas 67 millions à vivre à Paris, à lire Le Monde, les Parisiens, les Échos, et à penser quand on est végétal. Donc, je pense qu'il faut raison garder, il faut certes, et moi ce sera ma conclusion, végétaliser notre assiette. Certes, il faut manger moins de viande, mais ça, en fin de compte, c'est du bon sens, manger avec logique. C'est manger avec logique, comme je vous le dis tout le temps, ça ne sert à rien de vouloir légiférer
heu, pour végétaliser notre assiette. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher, je savais pas que tu allais la mettre aussi. Évidemment, nos amis de Skip the Co appartiennent à un fonds d'investissement américain qui ont le plus gros centre de recherche en Hollande, sur la protéine végétale. Oui, je les ai tous cliqués, méfiez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce panorama qui est quand même, enfin, qui donne un peu le vertige, hein. Enfin, en tous les cas, si je me positionne de ma perspective, donc les messages principaux sont quand même qu'il y a des jeux d'acteurs extrêmement puissants, énormément de financement derrière tout ça. Une fois de plus, ça ne veut pas dire un moins mais mieux de produits issus de l'élevage avec davantage de produits végétaux et notamment des fruits et légumes bruts ne sont pas la meilleure option pour l'avenir, mais qu'on est quand même face à des captations d'opportunités business qui sont très éloignées de ce scénario-là. Et oui, il faut qu'on soit, en tant qu'acteur de cette chaîne de valeur, qu'on soit les consommateurs, les agriculteurs, les entreprises, les distributeurs, extrêmement conscients de ces jeux d'acteurs, dont a priori, effectivement, l'Europe est la première cible. Une question intéressante qui a été posée sur le Heat Lancet et la prédéfense qui a été mise en œuvre, d'ailleurs avec pas mal de financement, avant la sortie de la version révisée, donc la V2 qui est prévue le 3 octobre. Le Heat Lancet Commission on Food, c'est une trentaine d'experts internationaux qui s'attellent à essayer de définir ce qu'ils appellent un régime de santé planétaire, bon pour la santé, bon pour la planète. La version 1 a été publiée en 2019. Elle a donné lieu à plus d'une trentaine de conférences en simultané partout dans le monde. Les structures qui sont les financeurs de ce Heat Lancet sont une fondation qui appartient à une milliardaire scandinave qui est dans le domaine de l'hôtellerie et qui milite très fortement effectivement pour la végétalisation, le Wellcome Trust, et puis un certain nombre de partenaires que vous avez vus dans les diapos de Sandrine. Ils ont un drive assez techno, assez intensification, très en lien avec la food tech. Skip the Car donc, fait partie des partenaires financiers. Il y a eu d'ailleurs un repas avec la milliardaire principale financeuse et cette structure il y a quelques mois pour récolter des fonds supplémentaires pour la structure Eat Lancet Commission on Food. Et la question nous a été posée de notre réaction à la campagne de l'ONG Changing Market Foundation, qui a publié hier donc une campagne pour essayer d'éteindre toute controverse à l'avance sur la publication du 897 V2 le 3 octobre. Donc l'idée étant de discréditer toute critique à la vente, c'est d'éviter toute discussion, toute personne qui oserait s'exprimer contre, ou en tous les cas en amenant des éléments complémentaires d'analyse sur le Heat Lancet Commission on Food, Planet Health Planetary Diet, serait complotiste, financé par les lobbies de la viande. Enfin voilà. Donc en fait, c'est une façon de dire toute personne qui oserait porter une critique serait d'emblée discréditée. Alors je précise quand même que cette organisation néerlandaise, donc Changing Markets Foundation, est très investie dans les solutions dites biotechnologiques, qui seraient donc les solutions à tous les malheurs du monde, notamment viande cellulaire, analogue de produits laitiers sans animaux, fermentation de précision, additifs antiméthane pour les vaches. Elle plaide pour la végétalisation de l'alimentation et elle acte que cette végétalisation doit nécessiter un enrichissement artificiel de la nourriture, donc d'une grande partie de l'offre alimentaire. Donc ça préfigure plutôt pour nous un shift massif vers des aliments ultra transformés, pas vers une végétalisation de produits bruts. Et deuxième chose, il est peut-être pas tout à fait anodin de préciser que les deux dirigeants de cette ONG possèdent également une entreprise de consulting qui s'appelle Disruptive Consulting, qui conseille les grandes entreprises comme Unilever, Danone, Fonterra, etc., pour déployer ces mêmes solutions et les rendre, ce qu'ils qualifient eux-mêmes, les rendre non optionnelles sur le marché. Non optionnel, ça veut dire obligatoire. Donc, c'est quand même un peu plus que prescriptif, disons, comme approche. Et nous ne sommes pas très étonnés de voir ce genre de pré-campagne arriver avant même le 3 octobre. Pour notre part, nous essayons à froid depuis déjà plus d'un an d'étudier en fait ce sujet des acteurs, des jeux d'acteurs autour de l'alimentation et pas seulement la végétalisation, hein. Il y a plein de sujets comme vous le voyez, l'ultra-transformation, etc. aussi. Et il y a quand même beaucoup de briques qui s'emboîtent très très bien dans cette affaire. Ça donnera également lieu, donc vous le voyez là, il y a un travail absolument incroyable hein, de Pierre et de Sandrine. Ça donnera également lieu à un rapport qui va être publié par le fonds de dotation Solid Ground au mois de novembre, qui fera l'objet de conférences également,
pour expliquer, une fois que la version, 2 sera sortie le 3 octobre, pour expliquer exactement où on en est. Mais globalement, c'est une diète qui, demande que les gens passent enfin qui recommande très fortement que, la population mondiale passe à 14 grammes maximum de viande par jour, par exemple, mais le mieux étant 0. Voilà, c'est écrit comme ça dans la V1 et il est peu probable, que ça change énormément le 3 octobre, nous verrons bien. Voilà, je vais passer, la parole à Anaëlle. Alors je vais juste passer la dernière diapo de Sandrine. Désolée, j'étais restée un petit peu là-dessus. Hem, Anaëlle, à toi. Bonjour à tous. Alors, déjà petit disclaimer, moi j'ai pas d'intérêt financier dans le monde de l'élevage. Donc les solutions techniques qu'on déploie chez Farmleap, elles sont utilisées par le monde végétal, biomasse végétale, agrocarburants issus du végétal, méthanisation. Donc pas de lien financier avec le monde de l'élevage. J'ai évidemment des biais, je ne suis pas végétarien, mais engagé dans le scoutisme et le mouvement HALP, Habiter autrement la planète, donc un mouvement scout qui pousse justement dans la réduction de la consommation carnée, pas que, hein, qui se focalise sur plein d'autres sujets. Typiquement, j'aime la viande, mais je suis l'archétype de la cible marketing de Skip the Cow. Je suis membre de la Foodtech Lyon Rat, je suis membre de l'Agritech, je suis cofondateur dans l'Agritech. Donc, moi, quand on voit un processus lean, léger, ou ah, bah oui, tiens, c'est pas bête, pourquoi pas aller dans cette trajectoire-là. Donc, voici mes billets. Premier élément, effectivement, les vaches, ça émet du méthane. Le méthane biogénique, la vache, je l'imite équilibré avec du CH4 parce que le gaz en lui-même, en termes physiques, c'est le même gaz. C'est du CH4 carbone. Et parce que la vache, quand elle mange de l'herbe, nous, on n'arrive pas à valoriser l'herbe. Elle, elle y arrive très bien. Elle transforme cette biomasse en protéines et autres aliments qu'elle peut consommer. Mais aussi, au passage, dans son process, ça transforme, ça émet du méthane. On dit que c'est l'épée de vache, mais non, c'est l'héros. Ça sort par l'avant et pas par l'arrière. Donc, pour autant, c'est quand même important de comprendre qu'il y a une et Sabine l'a rappelé dès le début de son introduction, même si c'est le même gaz, CH4 en lui-même, ça n'a pas le même impact. Le cycle du carbone du CH4, le CH4, pourquoi Sabine a fait une intro qui parlait aussi du protoxyde d'azote, le N2O, c'est que la durée de vie dans l'atmosphère du protoxyde d'azote n'est pas du tout la même. Certes, le problème du protoxyde d'azote vient après le CH4 avec les calculs avec le PRG100, qui est le pouvoir réchauffant global sur 100 ans. C'est que le protoxyde d'azote, il reste très longtemps. En gros, si on a évité à une vache d'être élevée pour être abattue, on a fait un effort qui aura un impact sur 12 ans. Durée de vie à peu près du méthane, 10 à 12 ans dans l'atmosphère. Donc ça ne change rien pour vos arrière-petits-enfants, pour le climat de vos arrière-petits-enfants. Par contre, si on a évité du protoxyde d'azote, ça changera et ça aura un impact sur le climat pour vos arrière-petits-enfants. C'est pour ça qu'on a travaillé un autre diag, c'est le PRG étoile. PRG étoile, il prend en compte ces éléments. Donc c'est une notion de long terme versus court terme. Alors là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une image justement de l'industrie azotée qui se frotte les mains si on ne passe pas par la vache pour valoriser les protéines végétales pas toujours valorisables. Alors il y a bien sûr les légumineuses, mais les causes du lot n'arrivent pas à faire pousser de légumineuses, elles arrivent surtout à faire pousser de l'herbe, et encore pas tout le temps et pas en quantité énorme. Donc il ne faut, moi sur une vision agronomique, la vache, c'est quand même quelque chose, alors je parle de la vache, mais les autres ruminants, c'est quelque chose d'indispensable. Sans ruminants, pas de prairies, moins de biodiversité, moins de puits de carbone. On peut voir le passage dans le rumen du végétal comme le yaourt au bifidus. Tout le monde se rappelle de la pub avec le bifidus et le Danao, pas le Danone, mais le petit truc qu'on boit de Danone. Alors j'ai même oublié le nom, mais on se rappelle tous que c'est bon pour notre estomac, pour notre diversité microbienne intestinale, pour notre santé. Eh ben, les effluents d'élevage, c'est vraiment l'équivalent d'un probiotique pour les sols, d'un prébiotique pour les sols.
Petit rappel, sur 25 millions d'hectares, 25-26 millions d'hectares, c'est plutôt en réduction, la feuille française d'ailleurs, il y en a presque la moitié qui sont en surface herbagère. Ces surfaces herbagères, elles ont une importance très élevée pour le climat. Les retourner, c'est-à-dire les mettre en culture pour dire, bon, bah, c'est pas grave, pour manger, on n'a qu'à virer ces prairies et on mettra des cultures à la place de ces prairies. Bah, si on veut les mettre des cultures, il va falloir labourer, il va falloir travailler le sol, il va falloir euh, extraire un peu ce carbone qui est séquestré dans les prairies pour pouvoir nourrir les plantes qui vont pousser dessus. L'effet de retournement des prairies, il est réel. Alors, il est dur à mesurer au gramme près, hein, évidemment. Mais moi qui suis fils de paysan et agronome et technicien agricole en production végétale, on regarde 50 ans après, hein, les mêmes sols, les sols des voisins. Quand je vais voir chez le grand-père, il avait des vaches, le papy d'à côté, il n'avait pas des vaches. On a des taux de matière organique, on compare 6,6% de taux de matière organique sur des centaines de tonnes à l'hectare, hein. C'est plus de 2 tonnes de sol quasiment par mètre carré dans ces profondeurs de sol. Donc sur 10 000 mètres carrés, c'est des milliers de tonnes en impact de carbone piégé. Bah, d'un côté, on a 6,6%. Là où il y avait plus de vaches depuis 50 ans, on est à 1,9. Et d'un côté, on a du béton. Vu que c'est très argileux, ça devient dur. Et de l'autre côté, on a un sol qui résiste au manque d'eau, qui résiste à plein de choses. Donc la vie des sols, on ne peut pas considérer l'élevage comme inutile. Juste la petite slide sur l'image. Ça, c'est une image du Grand Land. On est sur une zone Natura 2000 en Orisère, euh, avec justement beaucoup d'éleveurs qui tournent autour. Là, c'est une aire protégée parce qu'on a une réserve d'eau, comme on peut le voir sur la photo. Et ce type de paysage qui mixe forêt, qui mixe élevage, c'est un enrichissement en termes de biodiversité qui est essentiel. Et si on regarde pour le climat, juste sur une optique, qu'est-ce qui est le mieux pour arriver vers une amélioration du climat? Le Shift Project, qui ne sont pas des dangereux pro-viande, hein, Jean Covici fait partie des gens qui ont contribué à mettre en place la méthode du diagnostic carbone et du bilan carbone. C'est d'ailleurs le bilan carbone a été pensé pour l'industrie, c'est pour ça que le CH4, PRG100, gaz fossile, du carbone piégé depuis des millions d'années qui s'émet, donc forcément, on le compare, on ne peut pas le calculer de la même manière. Mais quand on écoute le Shift Project, justement, la baisse du troupeau français actuellement a un effet refroidissant sur notre climat. Manger des vaches françaises aujourd'hui, si on ne mangeait que français, ça n'a pas un effet qui réchauffe le climat, qui réchauffe l'atmosphère, c'est un effet refroidissant. Donc 6% le chiffre, avant le chiffre était à 11%. L'élevage représentait 11% des émissions, puis 6. Puis aujourd'hui, quand on regarde à l'échelon français, en fait c'est 0%. Le troupeau français uniquement, pas la consommation de viande parce qu'on importe aussi. Et donc si on baisse au rythme où on baisse actuellement, nous n'atteindrons pas notre stratégie nationale bas carbone et nos objectifs 2030 ni 2050. Donc on baisse 2 fois trop vite. L'élevage est utile aussi pour le climat parce qu'il remplace ces fameux engrais azotés. Merci beaucoup, Anaëlle, pour voilà, ces compléments. Remettre en place aussi quelques évidences, hein. Les vaches sont des herbivores, donc on consomme pas mal de végétal qu'on ne sait pas valoriser autrement via les vaches. C'est sûrement une façon aussi, via les vaches et les autres ruminants, façon intelligente de considérer la végétalisation. Plusieurs questions ont été posées sur l'ultra-transformation et la végétalisation. Euh, nous ne sommes pas du tout en train de dire que l'offre végétale actuelle est en totalité ultra transformée. Ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui conçoivent des produits végétaux qui contribuent à cette diversification végétale de nos assiettes, qui sont des produits clean, vraiment pas du tout ultra transformés, vraiment du très beau travail. Souvent, d'ailleurs, c'est des produits qui sont assez bons. Et puis d'autres entreprises, et parfois à l'intérieur d'une même entreprise, on a étudié, nous, des gammes complètes, hein, des offres, une partie qui est très ultra transformée, là, objectivement, avec un tas de marqueurs d'ultra transformation, soit sur les matrices, soit sur les additifs et les ingrédients,
et une autre partie de l'offre qui est très clean, plutôt proche des matières premières brutes. La question a été posée du coup de dire on n'a qu'à faire confiance aux alternatives végétales qui sont Nutri-Score A pour éviter les aliments ultra transformés. Donc non, je m'inscris en faux. Il y a énormément d'alternatives végétales ultra transformées qui sont quasiment toutes A quand elles sont végétales, toutes A en Nutri-Score. Donc Nutri-Score ne permet pas du tout d'identifier malheureusement ou de différencier les bonnes des mauvaises alternatives végétales en rayon. C'est un vrai problème d'ailleurs sur lequel on va apporter une solution gratuite et open source d'ici 2 semaines. Je vous en parlerai un tout petit peu à la fin. Pour terminer, quand vous le voyez, donc là, les flux financiers qui ont été montrés tout à l'heure, enfin, nous, on trouve que c'est quand même un petit peu dommage. On fait partie des acteurs avec tout un tas d'ONG, de scientifiques, etc., qui militons pour le moins mais mieux. Oui, il faut choisir effectivement quel type d'élevage est le plus compatible avec des objectifs de soutenabilité. Mais c'est la même chose pour les végétaux en réalité. Quand on regarde le végétal, on peut avoir des choses extraordinairement impactantes. Donc, il ne suffit pas de dire végétalisons. Et surtout, tous ces flux financiers pour créer des innovations, des programmes de recherche, pour avoir des faux ceci et des faux cela à base de plantes. Un des points, ce serait quand même de se dire, est-ce que ce ne sont pas des financements qui seraient beaucoup plus utiles à injecter dans l'amont agricole, qui est confronté à des défis absolument énormes, notamment en termes d'adaptation au changement climatique, à des défis aussi de modification des pratiques, etc. Or, malheureusement, c'est pour ça que le sujet nous semble assez mal posé. C'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire pousser sur de la transformation et de l'ultra-transformation qui participe à la commoditisation et donc à la faible valorisation des matières premières agricoles. Donc tout ça n'est en plus pas du tout socialement au bénéfice des agriculteurs. Ça nous pose un vrai problème également, hein. Donc voilà, pour aller très vite sur le côté alimentation, moins de produits laitiers et de viande, oui, c'est ce pourquoi aussi nous on se lève tous les matins, ça fait partie de nos voilà, des drivers de ce qu'on porte, mais pourquoi et jusqu'où? Alors, je vous montre juste quelques publications. Celle-ci de l'INRA, là, qui a donné lieu à une synthèse cette année, qui est facile à trouver sur Internet, qui dit on ne peut pas diminuer, enfin, si on diminue la fraction protéique animale dans l'alimentation de la population française, on a des impacts environnementaux contrastés, même si l'étude est incomplète puisqu'elle est basée sur de l'analyse de cycle de vie, donc qui étudie quand même assez mal un certain nombre de sujets, notamment liés aux vivants. Ça dit quand même risque fort de diminution de la biodiversité et de la disponibilité de la ressource en eau si on fait ce type de bascule et à moins de n'arriver à modifier radicalement les modes de production agricole, qui sur ces enjeux-là n'est quand même, voilà, est en général pas rapide précisément. Deuxième publication que je vous soumets, également une publication de l'INRA, qui montre que même si si on arrête de se focaliser sur le tunnel protéine, de la même façon qu'on s'est beaucoup focalisé sur le tunnel carbone en environnement, ça ne résume pas en fait ces sujets. Les protéines ne résument pas du tout les besoins nutritionnels. Si on regarde les besoins dans d'autres cortèges vitaminiques et d'autres minéraux, et pas seulement donc ce focus protéines, la réalité, c'est qu'en fait, on ne peut pas diminuer au-delà de la moitié. Alors, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on a 2 tiers de nos protéines quotidiennes en moyenne qui sont basées sur de l'animal. On peut baisser certains groupes de population à autour de 50-55% au lieu de 70% pour pouvoir respecter les autres nutriments sans avoir besoin d'enrichissement et de complémentation. Et ça ne concerne pas les seniors, les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes qui, elles et eux, ont des besoins très supérieurs. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut appliquer ça sur toutes les populations et on ne peut pas faire des moyennes. C'est-à-dire que ça, c'est une très bonne publication parce qu'elle regarde groupe par groupe et les marges de manœuvre qu'on a ne sont pas du tout les mêmes selon les groupes. On a la question, je vais passer très vite, de la biodisponibilité, donc de l'absorbabilité des nutriments quand ils sont dans un bol alimentaire contenant ou pas quand on est sur du végétal ou de l'animal. Je ne rentre pas dans les détails, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces éléments-là, mais en fait, on a un vrai problème qui est d'ailleurs assez bien répertorié dans les rapports de cette année de l'ANSES sur la végétalisation des régimes et qui montre notamment que, alors au-delà du fait que la végétalisation, si elle est un mode de production équivalent, augmente l'exposition aux contaminants, et pas que le cadmium, hein, tout un tas d'autres contaminants qu'on vous a mis ici en extrait sur lesquels l'ANSES a dû relâcher, comme ils le disent, la totalité des contraintes du modèle pour arriver à végétaliser l'assiette en simulation. C'est quand même un peu embêtant. La deuxième chose, c'est que ça ne peut pas se faire sans enrichissement. Donc ça, c'est le tableau récap de cette publi, sans enrichissement d'un grand nombre des items du menu quotidien. Donc enrichissement, ça ne sont plus des produits bruts, hein.
pas enrichir des produits bruts. Ça implique également des apports supplémentaires en sodium et en sucre totaux, compte tenu de l'offre alimentaire actuelle, si on passe sur ces produits-là. Et donc, biodisponibilité minorée par les facteurs antinutritionnels, phytates, oxalates, lectines, etc. Donc là, attention également, vous avez ici tout un tas de publications sur lesquelles on aura l'occasion de revenir lors de prochains webinaires qui seront beaucoup plus centrés sur la nutrition. Mais évidemment, il y a des marges de manœuvre en végétalisation, mais tout n'est pas possible. Et il faut être extrêmement vigilant sur certains groupes et sous-groupes de population, et en particulier sur les enfants et les femmes en âge de procréer. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler aujourd'hui de tout ça. Voilà, donc je vais passer rapidement. Mais sachez qu'effectivement, là, sur le Heat-Lancet, nous, on a vraiment, comme beaucoup d'autres chercheurs, plus d'un millier qui s'étaient exprimés en 2019-2020, de très fortes préoccupations sur le push institutionnel qui est fait sur cet outil, dont d'ailleurs le panel d'experts n'est pas exempt de biais. Donc attention, soyez vigilants quand cette chose-là sortira, mais soyez également les yeux grands ouverts par rapport aux éléments que nous avons partagés aujourd'hui. La solution à tous nos maux, c'est probablement pas du tout de voir les choses comme ça, plus probablement de les voir comme ça. Oui, on peut faire beaucoup mieux, mais avec beaucoup plus brut. Je vous incite à regarder d'ailleurs un webinaire que nous avions fait avec Michel Duru et Anthony Fardet sur la règle des 3 V devenue la règle des 4 V. Il y a quand même des évidences qui sont beaucoup plus simples, qui rémunèrent mieux les producteurs, qui créent de la transparence sur les chaînes de valeur. On est sur des produits où on n'a pas mis 1000 intermédiaires entre le consommateur et l'agriculteur. Et donc, les entreprises peuvent élaborer des produits au plus près de ce qu'on voit là à droite, en respectant mieux les consommateurs et leurs apports. Voilà. Et pour terminer, je vous parler d'un outil open source qui permettra, en complément de Nutri-Score, d'apporter une vision claire sur les produits. Donc, c'est open source gratuit, ça sera sur Internet. On vous enverra un petit message pour vous prévenir. Et qui permettra, en rentrant les ingrédients des produits, de vous dire si vous êtes sur de l'ultra-transformation ou pas. Et pour avoir testé pas mal d'offres alimentaires, on peut vous dire vraiment que très souvent, l'offre végétale a un profil améliorable, mais que vraiment, certaines entreprises font très, très bien sur ce paramètre. Voilà, donc vous avez noté au démarrage les prochaines dates. On vous tiendra informé de tout ça. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, parce que nous avons pris celles qui étaient les plus fréquentes dans le chat. Mais sinon, n'hésitez pas, on va bien sûr copier le chat et voir si on vous envoie des choses en supplément. N'hésitez pas à nous dire également s'il y a des sujets que vous souhaitez que nous traitions dans les semaines et mois qui viennent. Ce sera avec grand plaisir qu'on l'intégrera dans les réflexions. Voilà, et surtout, merci beaucoup à nos intervenants. C'est une façon très différente d'étudier ce panorama par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Sachez que nous avons évidemment invité pour cette séance, dont il n'était pas disponible, mais pour d'autres qui ont relieu sur ces mêmes sujets, les structures de type Association végétarienne de France, Observatoire national de l'alimentation végétale ou Interveg, et que les discussions sont nourries évidemment avec tous les acteurs, incluant les ONG. Ces sujets le méritent amplement. Voilà, merci à tous pour votre participation. Vraiment, grand merci une fois de plus, Sandrine, Pierre, Anaëlle, pour vos contributions. Bravo pour le travail accompli pour nourrir les réflexions sur ce webinaire. Et très bonne journée à tous.